Parlons de transformation digitale. Alors, transformation digitale, ce qui se passe très souvent, c'est que les entreprises se focalisent sur la partie digitale et oublient la partie transformation. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte que justement pour exploiter le potentiel, pour bénéficier des opportunités que la transformation digitale apporte aux entreprises, il est très important de ne pas se limiter à implémenter quelques outils digitaux, mais d'en profiter pour vraiment réfléchir à la façon dont l'organisation fonctionne, dont les chaînes de commandement fonctionnent, dont la création de nouveaux produits, l'innovation fonctionne. Pour parler de ça, nous avons Florian Roch, fondateur de Sensinov, qui va nous parler de Design Thinking. Je suis Florian Seyler, consultant indépendant et professeur en école de commerce. Écoutons ce que Florian a à nous dire. Bonjour Florian. Bonjour Florian, merci de m'inviter. Oui, donc je suis Florian Roch, fondateur de Sensinov, qui est un cabinet de conseil en innovation. Notre métier, en fait, c'est d'aider nos clients, organisations, décideurs, à mieux innover et à mieux innover qu'on parle d'offres, qu'on parle de business model ou qu'on parle d'organisation. Puisqu'un des grands sujets, c'est notamment comment rendre les organisations plus agiles, retrouver un esprit d'intrapreneuriat. Et notre conviction, c'est que l'approche centrée utilisateur et une approche plus systémique, plus globale de l'innovation, qu'on appelle souvent design thinking, est un levier très puissant pour cela, puisque finalement, c'est une méthode qui permet de faire le pont entre la big picture vraiment stratégique et un souci du détail et des opérations qui rend finalement l'exécution de la stratégie possible et pertinente. Alors, le design thinking, qui a l'air de répondre à beaucoup de soucis ou apporter énormément de bénéfices aux entreprises. On en parle beaucoup ces derniers temps. Toi, tu l'as pratiqué depuis de nombreuses années. Raconte-nous un peu ton cheminement et comment tu t'es rendu compte que c'était justement le bon outil au milieu de multiples outils pour justement permettre aux entreprises de développer cette agilité et cette logique centrée client qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Oui, effectivement, le design thinking, ça a été pour moi une forme de révélation et ça a vraiment accompagné ma trajectoire personnelle, en fait, méthodologique. En fait, je dirais qu'un moment fort et de bascule pour moi, c'était il y a une dizaine d'années. Ça faisait déjà une dizaine d'années que j'étais consultant en stratégie et on commençait une nouvelle mission pour un de nos clients historiques qui était dans le domaine des utilities et de la gestion de l'eau et des déchets. On avait construit pour eux, en fait, reconstruit leur organisation direction innovation, direction de la R&D. Et la nouvelle question qu'ils nous posaient, encore plus fondamentale, justement parce qu'ils nous faisaient confiance, c'était « Vous nous connaissez bien maintenant, aidez-nous à réinventer nos métiers. C'est quoi nos métiers dans 5 ans, dans 10 ans, selon nos zones géographiques ?» Et j'ai eu le sentiment que, avec tous nos efforts, et malgré les meilleures méthodes d'analyse stratégique de l'époque, on était finalement assez impuissants à vraiment prendre la mesure de la disruption potentielle, prendre la mesure des signaux faibles qui pouvaient arriver et de besoins émergents venant à la fois de leurs clients, mais aussi de potentiels nouveaux clients qui pouvaient rentrer dans le jeu, et qu'en fait, on regardait un petit peu dans le rétroviseur. Et ça correspondait à une phase où je m'interrogeais pas mal sur nos pratiques et où j'avais envie de prendre une année off, pendant laquelle, en fait, je suis retourné à l'école, mais cette fois-ci, pour changer de mon background initial d'école de commerce, j'ai choisi de partir en école de design. Alors, il se trouve que je suis passionné par le design, y compris sur ses aspects uniquement formels et esthétiques. Et cette année, ça a été une année de révélation, justement, parce qu'au-delà des enseignements sur la partie plus formelle du design, c'était une occasion pour moi d'échanger avec un certain nombre d'acteurs, notamment internationaux, notamment anglo-saxons, qui travaillaient déjà aux frontières entre design et le business. Et c'est finalement, je suis tombé dans la marmite du design thinking qui est vécu côté Californie ou côté anglo-saxon de façon beaucoup plus naturelle. Et ça a été une forme vraiment de révélation pour moi. Parce que finalement, la méthode qui était proposée venait répondre assez exactement aux problématiques de ce client sur lesquelles on avait justement du mal à travailler et à répondre. Parce que finalement, en mobilisant des sciences humaines et sociales pour vraiment s'immerger dans la réalité
des parties prenantes, pour croiser ces éléments avec des éléments plus classiques autour des tendances technologiques, sociétales, etc. Et puis pour se focaliser sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire non pas rédiger des cahiers des charges un petit peu désincarnés, mais vraiment intégrer le parcours utilisateur, et y compris en B2B, en fait, ça fonctionne extrêmement bien, ce qui permet finalement d'avoir une stratégie, une vision déjà plus pertinente et une stratégie beaucoup plus applicable. Donc Et donc c'est depuis, c'est ce que j'ai décidé de faire et de me focaliser sur ce type de projet jusqu'à la fondation de Sensinov il y a quelques années. très bien. Donc le design thinking comme façon d'implémenter en croisant des compétences multiples et peut-être des compétences en dehors de l'entreprise. Tu parlais de faire appel aux sciences sociales, etc. Par rapport à une logique peut-être un peu en silo où on fait appel aux commerciaux, aux financiers, aux ceci, aux cela, etc., aux ingénieurs. Donc, du coup, le design thinking comme façon de permettre à l'entreprise de s'ouvrir sur la société et ses tendances, les besoins des consommateurs. Et du coup, est-ce que, par exemple, tu as un exemple là de problème très concret que tu as pu solutionner avec le design thinking pour un de tes clients? Oui, bien sûr, je peux évoquer un projet qu'on vient de terminer, qui était un gros projet pour un laboratoire pharmaceutique qui nous a sollicité parce qu'il était sur le point de lancer pour lui une nouvelle molécule sur des affections très sévères. On parle du cancer du sein, par exemple. Et cette molécule avait ceci de particulier qu'elle correspond à une technologie qui est quand même très sophistiquée et dont le brevet venait de tomber dans le domaine public. Donc, en fait, plusieurs gros laboratoires pharmaceutiques débarquaient sur un marché nouveau pour eux, mais avec la ferme volonté de prendre des parts de marché. Donc nous, on accompagnait l'un de ces nouveaux entrants, et ce produit donc qu'on appelle biosimilaire représentait le même principe actif pour tous. Donc en termes stratégiques, en fait, on n'avait plus de différenciation produit, plus de différenciation stratégique manifeste, et c'était ça le gros défi, c'est-à-dire comment on recrée un avantage compétitif et on recrée de la différenciation en sachant qu'on ne pouvait pas toucher au produit, mais qu'on pouvait appuyer sur tous les autres leviers à disposition d'un laboratoire pharmaceutique en termes de services, en termes de soutien à des associations de patients ou de sociétés savantes. Alors, le marché de la santé et le monde de la santé, ça reste par ailleurs un monde extrêmement contraint du point de vue réglementaire. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on cumulait un maximum de contraintes et d'enjeux. Et c'est dans ces moments-là et dans ces sujets-là où le facteur humain est important, il y a une forte complexité, que le design thinking est parmi les plus pertinents. Parce qu'on a finalement, on s'est immergé dans cet écosystème complexe où on va trouver des patients, des médecins, des infirmières, des pharmaciens qui ont tous leur mot à dire dans la prise en charge de la maladie. On a découvert des points de friction et des pain points que le labo historique n'avait pas encore résolus. Et donc finalement, toute une série d'opportunités pour innover. Et donc notre accompagnement, au-delà de cette partie étude et compréhension, évidemment, a consisté à générer des pistes qui paraissaient à forte valeur, aller les prototyper et valider ou les affiner avec les interlocuteurs que j'ai évoqués, et puis aider l'entreprise finalement à arbitrer sur les solutions et les éléments d'offre qu'elle allait mettre en place. Donc, je ne peux pas révéler évidemment les sujets qu'on a recommandés et qui ont été décidés, mais ça porte sur des outils et des actions extrêmement concrètes, extrêmement ciblées sur des besoins qui ne sont pas encore aujourd'hui traités correctement et qui seront mis en œuvre dans les prochains mois. Annie, très bien. Bah, écoute, ça a l'air très, très intéressant. Alors, je vais juste être un peu le petit caillou dans la chaussure quand même, parce que concrètement, comment ça marche? C'est quoi l'implémentation? Parce que une entreprise pourrait se dire, oh, bah, OK, alors donc le design thinking, c'est bien. Donc, je vais prendre le manuel, je vais suivre la recette et voilà, il y a des étapes. Toi, c'est quoi ton apport? C'est quoi la sauce secrète? Oui, alors la beauté de la démarche, c'est qu'elle est effectivement, elle peut paraître assez simple et elle peut paraître de bon sens quand on la formule en quelques minutes, mais en fait, comme on l'évoquait au tout début, c'est une méthode assez sophistiquée et dont la valeur repose beaucoup sur le fine-tuning.
Comme on l'évoquait, en fait, c'est une approche qui est donc très multidisciplinaire, puisqu'elle vient convoquer des expertises qui sont aujourd'hui assez peu mobilisées ou assez peu mobilisées ensemble autour d'une table projet. Hein. Quand on parle d'anthropologues, de designers, c'est quand même des profils qu'on a peu l'habitude de voir dans beaucoup de structures et avec lesquels les acteurs traditionnels de l'entreprise ont peu l'habitude d'itérer. Donc, on parle de référentiels très différents, de façon de se comporter, de sensibilités extrêmement différentes qu'il faut arriver à orchestrer. Donc ça, c'est un rôle assez décisif de s'attendre à ces petits irritants et à ces petites frictions et d'arriver à les résoudre. Et puis le processus, c'est un processus qui finalement n'est pas si linéaire et si séquentiel. Il faut être capable de s'autoriser des retours en arrière, ce qui n'est pas simple là non plus dans des entreprises très processées avec des logiques de stage and gate extrêmement strictes et qu'on va essayer de faire un petit peu sauter et justement de désiloter. Et puis au-delà de ces apports sciences humaines et sociales et puis design hein, que j'ai évoqués, si je veux dire, il faut relier les points. Il faut relier les points avec des compétences business, marketing, et puis intégrer la dimension de change. Hein, tu parlais de transformation. Ce faisant, ces projets sont aussi l'occasion et l'opportunité de travailler sur des nouveaux processus et des nouvelles façons de fonctionner ensemble et d'animer son écosystème. Donc, c'est finalement toute cette fusion et cette orchestration qui fait que c'est quelque chose d'assez délicat et qui nécessite pas mal de jeux de jambes et de savoir-faire. Merci beaucoup pour avoir partagé ton expérience très riche et tous ces exemples. Un petit mot peut-être, un petit mot pour les gens qui sont intéressés par le design thinking, que ce soit des étudiants ou au sein des entreprises. Un petit mot peut-être pour des clients potentiels. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Moi, je leur dirais que peut-être le moteur de l'innovation, hein, dont on a bien compris qu'il est aujourd'hui décisif finalement pour survivre et se développer, c'est sans doute la curiosité et la sensibilité finalement à un monde qui change, y compris dans ses signaux faibles. Et que cette approche design finalement vient nous aider à nous poser un certain nombre de bonnes questions et à nous donner un certain nombre des capteurs indispensables pour prendre en compte ces éléments de changement et qui vont être totalement cruciaux pour redéfinir une offre ou un business model. Donc, je les inviterai à être curieux et à essayer de se former et à s'intéresser à cette approche. Parfait, écoute, merci beaucoup Florian pour ce partage. À très bientôt. Merci.